Infrastructures, l'Université du Sénégal oriental, la gare ferroviaire et la base aérienne. Pape Ousseynou Diallo, notre correspondant en ligne avec nous tout à l'heure. Kermassar, la colère des retraités, il dénonce les promesses non tenues des nouvelles autorités. Une marche nationale n'est pas exclue. Georges Déthié Diop va nous rejoindre pour les actualités internationales et la revue de la presse. Cheikh Tidiane Diagne sera également là pour le sport. L'arrivée de Starlink au Sénégal, quelle analyse et quelle perspective pour le secteur des télécommunications? Le débat en fin de journal avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Bienvenue à tous. Bienvenue. Le procès de nos compatriotes détenus au Maroc suite aux incidents qui ont émaillé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc de 2025. Audience ce jeudi à Rabat. Les avocats de la défense, vous avez entendu un d'eux, Maître Patrick Kabou, sur cette antenne ce matin. Il se mobilise, c'est pour déposer une demande de mise en liberté provisoire. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. La tournée économique du chef de l'État, le président Faye, est arrivée à Tambacounda ce matin. Notre correspondant sur place, Pape Ousseynou Diallo, avec nous. Pape Ousseynou, bonjour. Bonjour Barthélémy. Le chef de l'État a procédé à la visite de quelques infrastructures dans le Sénégal oriental. Effectivement, Barthélémy, c'est à 10 heures que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé accompagné d'une forte délégation marquant ainsi le début de sa tournée économique de 5 jours dans le Sénégal oriental, précisément dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Sur le plan opérationnel, le chef de l'État est également accompagné du ministre des Transports terrestres et aériens, du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et du ministre de l'Enseignement supérieur, ainsi que celui du ministre des Infrastructures, Barthélémy. La première étape de la tournée économique du président de la République à Tambacounda, où il vient juste de visiter le chantier de l'Université du Sénégal oriental. Cette visite a permis au président de la République de constater l'état d'avancement des travaux de l'Université du Sénégal oriental, Barthélémy. Les travaux sont actuellement réalisés à 80%, au taux que Bassirou Diomaye Faye juge encourageant, mais qui nécessite une mobilisation accrue pour tenir les délais impartis, Barthélémy. Le président de la République a exhorté l'entreprise chargée des travaux à accélérer la cadence afin de respecter les engagements contractuels. Ensuite, Barthélémy, ce sera au tour de la gare ferroviaire. Dans l'après-midi, Bassirou Diomaye Faye doit se rendre dans le périmètre agricole du groupe Yébitaré, puis à la base aérienne avant de s'entretenir avec les acteurs du secteur du tourisme, les élus locaux et les députés, Barthélémy. Agenda chargé du chef de l'État donc pour ce premier jour de sa tournée économique dans le Sénégal oriental. Pape Ousseynou Diallo, merci. Le Sénégal oriental, justement, vous le savez, a été durement touché ces dernières années par des inondations dues à la crue du fleuve Sénégal, mais le président de la République ne se rendra pas dans certaines zones sinistrées si l'on se fie au programme de sa tournée économique. Les populations pourtant attendent des solutions concrètes face à la recrudescence des catastrophes. Alioune Niang, Alioune Niang, le porte-parole des populations, s'est confié à Anna Rocha. Raccorder le quotidien pour essayer de vivre, voilà, pour essayer vraiment de se relever après cette deuxième catastrophe naturelle que nous avons subie au mois d'octobre et qui nous avait causé énormément de dégâts, énormément de dangers que nous n'oublions pas aussi vite, puisque jusqu'à l'heure où je vous parle, les traces de ces inondations ou bien les dégâts qu'ont fait ces inondations sont toujours visibles dans le village de Balou. Donc le chef de l'État à Tamba, donc nous avons des attentes énormes puisque en tant que chef suprême de la nation qui vient visiter Tamba, une région, nous avons espoir que sa visite ne soit pas seulement une visite limitée au niveau de Tambacounda, chef de région, chef-lieu de région. Vraiment, nous avons grand espoir que peut-être les effets de sa visite arriveront dans le département de Bakel et venir jusqu'à chez nous à Balou. Et enfin, trouver les solutions qu'il faut, les solutions concrètes face à ces phénomènes d'inondation, qu'elles ne puissent plus se répéter dans la commune de Balou. Et à propos aussi des 8 milliards que nous avait promis depuis la première édition des inondations, donc nous les sinistrés de Balou, ou je dirais même de la commune de Balou, nous sommes toujours dans l'attente de ces 8 milliards. Parce qu'à moment où je vous parle, aucun franc n'a été, ou bien aucun don, ou bien matériel venant de ces 1000 milliards
nous a été vraiment attribué. Les sinistrés de Balou donc qui disent attendre encore les 8 milliards de francs CFA promis par les autorités. Le chef de l'État donc en tournée économique dans le Sénégal oriental, son premier ministre en tournée politique vers Guinguinéo à partir du 7 février prochain. Comment expliquer cette coïncidence d'agenda au sommet de l'État? Ibrahima Kerambalo a donné la parole à des spécialistes. Vous l'entendrez peut-être avant la fin de ce journal. Il est midi passé de 7 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Cette rencontre qui suscite l'espoir cet après-midi, le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats du G7 se retrouvent autour de la table des négociations. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des réunions bimensuelles entre les deux parties. Les enseignants espèrent avoir des réponses concrètes à leurs revendications, mais en attendant, ils maintiennent leur mot d'ordre de boycott des évaluations. Le G7 va justement se réunir la semaine prochaine pour faire l'évaluation du troisième plan d'action. Kermassar, l'association des retraités veufs, orphelins qui hausse le ton et dénonce les promesses jusque-là non tenues du régime en place. Les retraités disent n'avoir enregistré aucune augmentation de leur pension, contrairement à ce qui a été dit. Ils menacent d'ailleurs d'envahir les locaux de l'IPRES. Ibrahim Badji, membre de l'association des retraités avec Aminata Ba. L'attitude du gouvernement face aux retraités devant de nombreux problèmes dont ils sont confrontés. La situation n'a pas évolué. Et lors d'un conseil du gouvernement, le gouvernement, comme celui qui avait pris la parole l'a dit, il avait annoncé qu'il y aurait une augmentation des salaires aux retraités. Et c'est le mois de juillet que ça devait se produire. Cela n'a pas été le cas jusqu'à nos jours. Donc, nous, Arvos, nous avons décidé d'introduire une demande d'audience pour rencontrer le président ou le premier ministre ou le ministre chargé du travail pour essayer de définir les perspectives que nous devons mettre en place, trouver une solution durable et consensuelle, fondée sur un accord entre l'État et les retraités à moyen et à long terme et permettant la matérialisation effective de la promesse faite. Nous n'excluons pas de descendre dans la rue pour manifester notre mécontentement et dire à l'État que c'est assez. C'est une possibilité aussi de siéger l'IPRES, ça c'est clair. Les conditions de vie sont très près parce qu'il y a jusqu'à nos jours des retraités qui n'ont même pas le minimum de pension. C'est le minimum de pension, ils avaient dit 62, mais eux, leur minimum de pension actuellement c'est 35 000. Donc là, vous voyez, c'est dérisoire. Je ne parle même pas des veuves. Les veuves, même, elles sont mortes. Les retraités donc du Sénégal qui sonnent la révolte pour exiger une augmentation de leur pension. Richard Toll, les agents de la municipalité ont mis fin à leur grève. Ces agents qui réclamaient leur rappel de 9 mois de revalorisation salariale, mais 24 heures après le mouvement, le docteur Amadou Mabdiop, maire de la commune, a décidé de satisfaire à leurs revendications. Ibrahim Abba, le secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de la mairie de Richard Toll avec Mamadou Diagne. J'ai alerté parce que l'autorité était là. Quand l'autorité est au courant de ces manifestations qui se passent dans sa municipalité, automatiquement il a trouvé des solutions. Ces solutions, c'est satisfaire au moins la revendication des travailleurs à 80%. Maintenant, il y avait un problème de communication entre nous et le secrétaire municipal. Je crois que ces choses-là ne vont plus se répéter. Et aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était la revalorisation des salaires. La chose est acquise. Donc le maire, avec son équipe, ils ont pris toutes les dispositions dans 2-3 jours pour satisfaire les besoins des travailleurs. Je salue également la présence de Mamadou Mbouch, Ibrahim Ira, de M. Libasba, qui nous ont facilité aussi cette tâche. Donc le maire, vraiment, on le remercie. Il a été tellement responsable parce que dès que la chose est arrivée, il était à Richard Toll, mais automatiquement il a trouvé des solutions et il a toujours répondu aussi également par rapport aux besoins des travailleurs. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Donc ça, c'était pas un truc politique, mais c'était un truc syndical aussi. J'en profite de l'occasion pour dire à des gens qui le postent pour en faire une tournure politique qu'aujourd'hui, le maire a satisfait ses travailleurs. Donc, la page est tournée. Donc, le mot d'ordre a été levé. Donc, le mot d'ordre, effectivement, a été levé. Donc, les gens vont retourner à leur travail. Donc, dans 2-3 jours, les travailleurs vont s'essouffler après 9 mois de galère sur la revalorisation des salaires. Ériger le district sanitaire de Darou-Mourti en hôpital de niveau 1, une vieille doléance des populations. Le médecin-chef du district estime que toutes les conditions sont requises ou sont réunies en vue de la concrétisation de cette forte demande des populations. Le docteur Mamadou Ndiaye sollicite également un renforcement des ressources humaines de la structure sanitaire. Propos tenus hier lors du Magal de Darou-Mourti, le docteur Mamadou Ndiaye
interrogé par Nafissa Tundiaye. Le district de Darou Mouhty, sur le plan démographique, est aux normes en tout cas pour pouvoir abriter un EPS de niveau 1. Le district de Darou Mouhty aussi se trouve dans le département de Kébémer, qui est un désert médical. Donc, un département où il n'y a pas d'EPS, il n'y a pas de service de chirurgie, ce qui fait que l'élection d'un EPS au niveau de ce département, notamment au niveau de Darou Mouhty, en tout cas, est une exigence. Aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour la gestion du district sanitaire de Darou? Bon, les défis, peut-être c'est déjà de maintenir les acquis. Je pense que sur le plan indicateur de santé publique, la majeure partie des indicateurs est au vert. Donc, c'est le maintien des acquis, mais c'est de renforcer la surveillance, mais aussi c'est de demander, en tout cas, à l'autorité d'appuyer le district sanitaire en ressources humaines de qualité. Le centre de santé de Darou Mouhty a fait beaucoup d'investissements, a misé sur la qualité et beaucoup de rénovations ont été apportées en termes de changement du cadre de vie, d'espace vert, et on aimerait en tout cas augmenter ça. Et on a vu que bien la plupart des prestataires sont sous la charge du CDS, et ça aussi ça impacte, ça grève le budget en tout cas du CDS, ça diminue les investissements. De ce fait, on aimerait véritablement que ce personnel de santé-là soit recruté ou bien au moins avoir un contrat, et cette partie-là de l'argent qu'on leur donne va nous permettre en tout cas d'investir dans le bâtiment, d'investir dans le cadre de vie pour pouvoir en tout cas améliorer les soins au niveau du centre. Malikounda, le poste de santé a reçu un don. Il s'agit d'un scanner offert par l'ONG La Maison de l'Enfant, soulagement des populations, particulièrement les femmes qui se déplaçaient jusqu'à Bourg pour des consultations nécessitant un scanner. Maguette Sen, le maire de Malikounda, qui lui aussi s'en réjouit, a par la même occasion procédé à la réception de murs de clôture d'établissements scolaires de sa commune. Maguette Sen, le maire de Malikounda, avec Naïm Matidjan. Nous étions à Carrière, qui est un quartier de Kerbalolo, du village de Kerbalolo, pour réceptionner et inaugurer un mur de clôture que nous avions démarré il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 semaines. Donc nous félicitons l'entrepreneur et en tout cas lançons un appel au directeur de l'école et à l'ensemble du personnel enseignant, aux élèves et aux parents d'élèves, d'en faire le meilleur usage. Je crois que Carrière n'était pas dans le programme d'éducation environnementale, puisque un mur de clôture était une nécessité pour entrer dans ce programme-là, de reverdir nos écoles, de les rendre propres. C'est le programme Malikounda Horizon 2030, ville verte, ville propre, ville sûre. C'est accompagné d'un programme d'éducation environnementale. Aujourd'hui, ce mur de clôture permettra aux enseignants de Carrière et aux élèves, en tout cas, de reboiser l'école et de s'assurer de sa propreté et de son hygiène. Mais il faut signaler aussi qu'un mur de clôture, ça assure la sécurité des élèves. Après Carrière, nous sommes venus à Ngoukhouch, Malikounda Ngoukhouch, au poste de santé, où nous avons reçu un don de l'ONG La Maison de l'Enfant, ici représentée par la présidente Valéria et l'ensemble de son équipe. Ils sont venus en tout cas nous remettre un joyau qui est un scanner qui sert d'échographie de plusieurs organes du corps, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit échographie du cœur et beaucoup d'organes, donc qui nous ont donné gratuitement. Aujourd'hui, ça va servir à Malikounda Ngoukhouch, non seulement pour les femmes, mais tous les patients qui vont se présenter à ce poste. C'est un offre de soulagement pour les femmes dans la mesure où elles étaient obligées d'aller jusqu'à Hambourg, payer beaucoup d'argent au niveau des cabinets privés pour se faire examiner. Aujourd'hui, c'est un appareil à portée de main pour la sage-femme qui, à l'occasion de chaque visite prénatale ou postnatale, pourra l'utiliser pour voir la santé des femmes. Maguette Sen, le maire de Malikounda, la problématique des évacuations sanitaires à Samekanta, une commune du département de Sédhiou qui polarise 36 villages. Faute d'ambulance, les populations faisaient recours aux charrettes. Mais le problème est désormais réglé. Samekanta plutôt dispose maintenant d'une ambulance. Bakary Conté. Les évacuations sanitaires constituent un véritable calvaire pour les populations de la commune de Samekanta. Dans certaines zones de la commune, ce sont les charrettes qui transportent les malades. Pour mettre fin à ce calvaire, le Puma vient de mettre à la disposition du poste de santé de Samekanta une ambulance. Bokari Kamara est le maire de Samekanta. Parce qu'il y a des villages qui sont en profondeur. Il faut descendre à 15 km ou bien à 20 km, comme Sintian-Tcherno. C'était trop compliqué. Si ce n'est pas ce genre d'ambulance, ça va nous poser de sérieux problèmes. Mais machallah, Dieu merci, aujourd'hui on a bénéficié de cette belle ambulance qui a l'accès à tous les villages, tous les 36 villages, il peut partir un peu partout dans la commune de Samekanta. Parce que parfois, on amène avec des charrettes jusqu'à Samekanta. Arrivé, on appelle l'ambulance de Djanaba. Il essaie d'évacuer. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Docteur Walimboj, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, se réjouit de cette dotation. La venue de cette ambulance va vraiment soulager la population de Samekanta. Parce que Samekanta, c'est une commune qui polarise 36 villages. Et il y a des villages qui sont en profondeur, à plus de 25 km. Donc cette ambulance pourra aider, dans le cadre des références, diminuer un peu le temps mis pour prendre en charge les malades en cas d'urgence, pour pouvoir au maximum sauver le maximum de vies et aider cette population à avoir un bien-être, une bonne santé. Vu les conditions, vu l'accessibilité, pour faciliter davantage les références, et ça aura un impact, Inch'Allah, dans le cadre
de l'évacuation, surtout des femmes enceintes, des enfants et les malades globalement du poste de santé de Samekanta. Depuis l'annonce de l'arrivée de cette ambulance, les populations des 36 villages de la commune de Samekanta ont manifesté leur joie. Les autorités invitent l'ICP et son équipe à une bonne gestion de cette ambulance. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. Kerbandanyang, un village centenaire de la commune de Thiénaba qui aujourd'hui fait face à plusieurs difficultés. Pas de piste de production, pas de poste de santé non plus, en somme aucune infrastructure de base. Cheikh Anta Diop. Kerbandanyang, situé dans la commune de Thiénaba, un village fondé en 1892 par Tafsir Bandanyang. Ce dernier a participé à la bataille de Samba Sadio de 1869 à 1875. En réalité, il fait partie des premiers à rejoindre le djihad. Dans cette bourgade chargée d'histoire, les riverains sont sérieusement confrontés à un problème d'accès. Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, leur porte-parole. Oui, effectivement, en réalité, on éprouve d'énormes difficultés à relier le village et la route nationale numéro 3. Comme vous l'avez constaté en venant ici, donc il y a beaucoup de sable, donc il est difficile que les voitures empruntent cette route. Donc nous lançons également un appel solennel au président de la République et à l'ensemble des gouvernements, notamment à M. Déthié-Fall, qui est chargé en tout cas des grands chantiers de l'État, à venir aider pour soulager les populations sur ce problème-là. Donc tous les villages environnements éprouvent la même difficulté. Au niveau de ce village, la population fait face également à un sérieux problème de santé. Il y a un problème également lié à la santé, donc nous voulons obtenir un poste de santé, donc ce qui va permettre aux populations d'avoir un accès à la santé. Et l'évacuation des malades est un problème qui est lié au manque de route. Donc. Ce village religieux qui célèbre son gabon annuel ce 13 février va accueillir des milliers de pèlerins. Ils viendront des 4 coins du pays et de la sous-région pour se ressourcer. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié Diop, bienvenue Georges. Merci Barthélémy. L'attaque meurtrière à Woro, c'est au Nigeria. Le bilan dépasse 160 morts. Au moins 162 personnes tuées lors de cette attaque de bandits armés dans l'état de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria. Le bilan initial annoncé par le gouverneur était de 75 morts, mais la Croix-Rouge a confirmé que le nombre de victimes avait presque doublé. Des commerces et le palais royal ont été incendiés et le roi du village porté disparu. Le président Bola Tinubu a qualifié l'attaque de lâche et bestiale et dépêché un bataillon militaire sur place. L'état de Kwara, déjà confronté à une insécurité persistante liée à des gangs et à la menace djihadiste, subit un des massacres les plus graves des derniers mois. Au Niger, les États-Unis réagissent après l'attaque contre l'aéroport international de Niamey, revendiqué par le groupe État islamique. Washington condamne fermement et affiche sa solidarité avec le Niger dans un contexte de tension diplomatique régionale. Nafissa Toussila. Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté l'attaque qui a visé dans la nuit du 28 au 29 janvier l'aéroport international Diori Amani de Niamey et la base aérienne 101 voisine. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'ambassade américaine souligne que ces violences mettent en danger les civils, les forces de sécurité et menacent la stabilité du Niger. Selon le ministère nigérien de la Défense, l'attaque a été menée vers minuit 20 par des hommes armés circulant à moto, phare éteint. Des échanges de tirs ont opposé assaillants et forces de sécurité pendant environ 30 minutes. Le bilan officiel fait état de 4 militaires blessés, d'importants dégâts matériels, dont un stock de munitions incendiées et de 3 aéronefs civils endommagés, sans perte civile. 20 assaillants auraient été neutralisés et 11 interpellés. Le groupe État islamique a revendiqué l'opération. Washington réaffirme son engagement contre le terrorisme et assure poursuivre sa coopération avec le Niger et ses partenaires régionaux pour renforcer la sécurité dans cette zone. Cette attaque intervient dans un climat diplomatique tendu où le président nigérien Abdourahmane Tiani avait accusé plusieurs dirigeants étrangers, accusations rejetées par les pays concernés. Nafissa Toussila, Georges Déthié Diop, et c'est dans ce contexte que l'ONU met en garde contre une menace terroriste croissante en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les États-Unis sonnent l'alerte sur la montée de la menace terroriste. L'État islamique et ses affiliés restent actifs, adaptatifs et résilients malgré les opérations de lutte antiterroriste.
Serigne Saliou Seck. Le bureau de lutte contre le terrorisme des États-Unis tire la sonnette d'alarme. Selon le sous-secrétaire général par intérim Alexandre Jouev, la menace posée par le groupe État islamique n'a cessé de croître et devient de plus en plus complexe et multipolaire. La situation est jugée particulièrement urgente en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Malgré la pression exercée par les forces de sécurité locales et internationales, le groupe continue de recruter des combattants étrangers et d'utiliser les nouvelles technologies pour ses opérations. Il maintient également ses sources de financement grâce à des collectes de fonds optimistes, à des enlèvements contre rançon et à la taxation illégale des populations locales. Dans le bassin du lac Tchad, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, renforce son influence et ses activités, tandis que l'organisation reste active au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie. La directrice exécutive du comité contre le terrorisme, Natalia German, a rappelé que la coopération internationale et des ressources suffisantes sont indispensables pour atteindre l'objectif d'un monde sans terrorisme. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, appelle ainsi tous les États membres à renforcer leurs efforts pour prévenir les attaques et protéger les populations. Et puis au Tchad, Georges, le cadre permanent du dialogue politique qui entre en fonction. Il est officiellement installé. La cérémonie s'est tenue hier à N'Djamena sous la présidence de Mahamat Idriss Déby Itno, créé pour structurer le dialogue entre majorité et opposition après la transition. L'organe compte 30 membres répartis à parts égales, mais l'absence du parti, les transformateurs dont le leader succès Masra est emprisonné, marque déjà ce lancement. Les autorités présentent néanmoins le CPDP comme un outil central pour la concertation politique et la stabilité institutionnelle. Au Maroc, la ville de Ksar el-Kébir est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies. Plus de 80 000 habitants ont été évacués, soit près de 85% de la population, secourue par la gendarmerie royale ou par leurs propres moyens. Les quartiers périphériques et les axes routiers ont été inondés. Les autorités restent en alerte face à des précipitations qui pourraient atteindre des niveaux records. Un important dispositif logistique et humanitaire a été déployé pour assister les sinistrés. L'Ukraine et la Russie ont convenu d'un échange de 314 prisonniers, le premier en 5 mois, lors de négociations trilatérales à Abu Dhabi. L'émissaire américain Steve Witkoff a qualifié les discussions de productives et a souligné que de tels accords montrent que la diplomatie peut produire des résultats concrets malgré la guerre toujours en cours. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'arrivée de Starlink au Sénégal, quelle analyse et quelle perspective pour le secteur des télécommunications? Le débat tout à l'heure en fin de journal. Donc nous serons avec nos deux intervenants dans la rubrique Point de vue. Ndiaga Gueye, le président de l'Association sénégalaise des usagers des technologies de l'information et de la communication, et Sidi Aïdara, expert en cybersécurité et président du Cercle africain de cybersécurité. RFM Sport. À midi, bientôt 25 minutes, le monsieur sport de ce journal, Cheikh Tidiane Diagne. Bonjour Cheikh. Oui, bonjour à vous, Barthélémy Gomé, bonjour à tous. D'abord, cette main lourde de la nouvelle Fédération sénégalaise de lutte. Après des sanctions individuelles infligées à certains pratiquants, l'instance vient de mettre un terme au face-to-face et open press jusqu'à nouvel ordre afin d'éradiquer les déviances, forcément un impact sur les activités promotionnelles des combats de lutte. Ibrahima Faïbeuz, membre du collectif des promoteurs de lutte. Évidemment qu'en tant que promoteur, cela nous impacte directement car des moyens importants avaient déjà été engagés. Par exemple, Djamba Production devait organiser ce week-end le face-to-face entre Franc et Tafatine et avait déjà investi 5 millions pour l'organisation de ce face-to-face. De même que Batora Production avec Job 2 et Lys Niago. Au moment où je vous parle, Job 2 à l'aéroport d'Istanbul pour allier Dakar, juste pour ce face-to-face-là. Maintenant, il faut aussi dire que face-to-face ne rime pas toujours avec violence. On a eu à organiser plusieurs face-to-face dans le passé sans qu'on note aucun acte de violence et que ça a toujours été bien encadré. Mais il faut dire que dans ce contexte actuel, la priorité reste la préservation de la lutte. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons créé récemment le collectif des promoteurs pour parler d'une seule voix, lutter contre la violence et travailler en coordination avec les autorités.
Et surtout, la lutte a toujours su s'adapter et innover. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des duplex ou des triplex. On peut faire des plateaux télé, des échanges à distance avec les lutteurs, chez eux, sans public ni supporters, avec un format plus maîtrisé. Les open press aussi, selon moi, et même le collectif, doivent être repensés. À l'origine, c'est un espace pour les journalistes, poser des questions, voir les séances d'entraînement. Aujourd'hui, cela s'est transformé en rassemblement de supporters. Et donc, il faut revenir à l'esprit initial. Direction à présent Barthélémy, le département de Bakel, où les jeunes du village de Soreto, dans la commune de Sadatou, frontalier avec le Mali, étaient à la fête hier à l'occasion de la grande finale dotée du trophée Issa Sissoko. Il faudra noter que le préfet du département de Bakel a présidé la finale, a saisi également l'occasion pour lancer un appel à cette jeunesse située à la frontière avec le Mali, à l'esprit de solidarité et de cordialité entre les deux communautés. Daouda Sen est avec Pape Ousseynou Diallo. L'autre élément de satisfaction, c'est la mobilisation de la jeunesse autour d'un leader qui est Issa Sissoko, qui est un exemple en tout cas à suivre pour l'ensemble de la jeunesse. Et lorsqu'il s'engage dans ces genres d'activités qui ne font que fédérer les communautés, développer en tout cas un esprit cordial dans la communauté, on ne peut que s'en réjouir et le féliciter. Je profite aussi de l'occasion vraiment pour lancer un appel à la jeunesse, cette jeunesse qui est le fer de lance du développement économique et social. On l'a vu à l'œuvre ici à Soreto, c'est une jeunesse très engagée dans le développement économique et social. Et je profite aussi de l'occasion, étant donné que nous sommes dans une zone frontalière, pour toujours appeler à cet esprit, en tout cas de solidarité et de cordialité qui doit régner entre les deux communautés de part et d'autre de la Falémé. Propos recueillis par notre correspondant dans la région de Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo. Direction l'Europe et on parle de football avec cette journée de jeudi qui est mise à profit pour disputer des matchs de Coupe nationale en France. On est à l'étape des huitièmes de finale. Ce soir à 20h GMT Barthélémy, Strasbourg fera face à AS Monaco. En Italie, c'est aussi les quarts de finale de la Coupe nationale à 20h GMT. Atalanta jouera contre la Juve, la Juventus de Turin. Et puis en Espagne, c'est également les quarts de finale de la Coupe du Roi. À 20h ce soir, le Real Betis Séville fera face à l'équipe de l'Atlético Madrid. Voici donc l'essentiel des actualités sportives de ce midi. Barthélémy Ngom. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. Midi 29 minutes. RFM, la presse du jour. Les quotidiens de ce jeudi parcourus par Georges Déthié-Diop. Après la Direction générale des impôts et domaines, la DAF, la Direction de l'automatisation du fichier victime d'une cyberattaque. Libération rapporte que toute la production a été provisoirement suspendue pour éviter toute compromission. Selon le confrère, la cyberattaque remonte à 5 jours et hier, les pirates qui se réclament de The Green Blood Group ont affirmé détenir 139 téraoctets de la DAF. Libération souligne que cette affaire intervient en pleine friction entre l'État et la société malaisienne Iris Corporation, adjudicataire du marché des cartes d'identité. Ce à propos de factures impayées. Le journal relève que, curieusement, lorsqu'elle a été informée du problème, Iris Corporation a demandé à la DAF d'éteindre tout le temps qu'elle dépêche une équipe au Sénégal. Starlink d'Elon Musk, lui, est désormais au Sénégal. Et les journaux s'en font l'écho. Le réseau américain de services d'Internet développé par SpaceX a fait son entrée au Sénégal. Ainsi, l'AS fait état d'une connectivité à haut débit. L'observateur d'un séisme dans les télécoms. Le journal du groupe Futur Média qui livre les explications du ministère de la Communication sur le déploiement de Starlink et l'alerte d'un expert sur les risques liés à cette technologie. Sans doute ce qui explique le titre de Wolf Quotidien. Starlink, avantages, craintes et questions. En tous les cas, dans l'Observateur, les travailleurs de Sonatel dénoncent un manque de transparence et alertent sur la souveraineté numérique. L'AS renchérit que si les consommateurs se réjouissent de ce nouveau fournisseur d'accès à Internet, des syndicalistes s'interrogent sur les conditions d'autorisation du réseau satellitaire. Le débat
en tous les cas, ne fait que commencer. Celui lié à l'interdiction de sortie du territoire dont l'ancien ministre Mansour Faye fait l'objet se poursuit. L'Observateur informe que le maire de Saint-Louis a remporté une bataille suprême. Et pour cause, pour la deuxième fois dans ce dossier, la Cour suprême a infligé un désaveu retentissant à l'État en annulant l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Les Échos en concluent que Mansour Faye malmène l'État du Sénégal. Selon les Échos, la deuxième chambre administrative a considéré que l'arrêté du 15 avril 2025 était illégal. À la une de Tribune, il est question des divergences politiques au sommet de l'État. Diomaye, Sonko et les locales de 2027, le clash inévitable, s'exclame le confrère. Pour le journal, le duo file tout droit vers un duel. Tribune prédit un mortal combat entre Pastef et la coalition Diomaye président et pointe un compagnonnage à l'épreuve du choc des ambitions. Diomaye, de son côté, trace la voie. Le Soleil évoque ainsi la politique ferroviaire du pays. Le quotidien gouvernemental informe que le chef de l'État demande l'accélération de la réhabilitation de la ligne Dakar-Tambacounda, la mise en service de la phase 2 du TR et la tenue d'un conseil interministériel sur le secteur. Les infrastructures, justement, leur construction. Le journal Le Quotidien fait savoir que Déthié Fall bande les muscles devant Ellipse. Mon confrère rapporte que le ministre des Infrastructures a adressé une mise en demeure formelle à la société Ellipse Project dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. Malgré le versement de 75 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal, le projet de modernisation des infrastructures judiciaires, dit-il, accuse des retards jugés préoccupants et des défauts techniques majeurs dans plusieurs juridictions. Or, précise le quotidien, les relations entre les deux parties sont au cœur d'une procédure judiciaire au niveau du pôle judiciaire financier où sont poursuivis des responsables de la société. Dans le monde sportif, le procès des 18 supporters sénégalais en prison depuis les incidents de la finale de la CAN, c'est aujourd'hui au Maroc. Le journal Source A évoque ce matin les localités d'origine de ces supporters sénégalais détenus au Maroc. Parmi eux figurent deux supporters du 12e Gaïndé de Marrakech et Casablanca, basés au Maroc, pour y gagner leur vie. 3 membres du 12e Gaïndé en provenance de Londres, des États-Unis et d'Italie qui avaient pris des jours de congé pour pousser les Lions à la victoire. 13 supporters, dont 4 de l'Ebougui, 9 du 12e Gaïndé, Sénégal d'abord, des travailleurs dont un qui vient de Kaolaka. Le monde du sport toujours, la lutte notamment. Les Échos informent que les face-à-face et open press sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Selon le journal, la Fédération de lutte évoque des troubles répétés à l'ordre public. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Midi 34 minutes, point de vue. Débat autour de l'arrivée de Starlink au Sénégal. Quelle analyse et quelle perspective pour le secteur des télécommunications? Pour en parler, nous sommes avec Ndiaga Gueye. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes le président de l'Association sénégalaise des usagers des des technologies de l'information et de la communication. Notre deuxième intervenant, Sidi Aïdara. Monsieur Aïdara, bonjour. Oui, bonjour. Merci, bonjour. Merci Aïdara, bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité et président du Cercle africain de cybersécurité. D'abord, la première question à Ndiaga Gueye, le président de l'Association sénégalaise des usagers des technologies de l'information et de la communication. Alors, le vœu des autorités, monsieur Gueye, se concrétise avec l'arrivée de Starlink au Sénégal. Alors, Starlink, une société d'Internet par satellite qui appartient au milliardaire américain Elon Musk. D'abord, quel impact concret l'arrivée de Starlink peut-elle avoir sur la couverture Internet, surtout dans les zones rurales enclavées du Sénégal? Merci beaucoup de l'invitation. L'arrivée de Starlink aura des impacts économiques et sociaux énormes au Sénégal. Il nous appartient à nous de capitaliser les opportunités que va nous offrir Starlink. Dans le très court terme, Starlink va permettre de démocratiser l'accès à Internet au Sénégal, surtout l'accès à Internet au débit. Aujourd'hui, le marché de l'accès à Internet est un oligopole avec un opérateur dominant. Un oligopole
c'est une configuration de marché où en fait ce sont les fournisseurs de services qui régulent le marché. Le marché n'est plus régulé par la demande. Et de fait, ce que nous vivons, les opérateurs font des offres et nous nous adaptons. Dans un oligopole, les utilisateurs, les consommateurs sont capturés par les prestataires de services qui imposent leur volonté à cause du manque de concurrence qu'il y a dans un oligopole. Parce que dans un oligopole, les prestataires n'ont pas intérêt à se faire la concurrence parce qu'ils sont certains d'avoir des gains conséquents. D'accord, donc l'arrivée de Starlink va casser cet oligopole. D'accord, mais aujourd'hui, comment Starlink se positionne-t-il par rapport aux opérateurs télécoms locaux en termes de coût, de débit et surtout de fiabilité? Starlink, si vous regardez les tarifs qu'ils offrent, je pense qu'individuellement, vous pensez que Starlink n'est pas compétitif. Parce que le kit plus l'investissement initial tourne autour de 150 000 francs CFA. Le kit, c'est 146 000, plus une connexion 2 mois 30 000, donc 150 000. Mais sur une antenne de Starlink, 235 appareils peuvent s'y connecter. Supposons qu'une personne a un ordinateur et un téléphone portable, ça veut dire que 100 personnes peuvent se connecter sur une antenne Starlink. Et le rayon de son réseau, de cette antenne, c'est à peu près 300 mètres carrés. Et le réseau peut être étendu. Le réseau peut être étendu par des câbles ou par le Wi-Fi. Ça veut dire tout simplement que si les Sénégalais mutualisent leurs efforts, je donne l'exemple par exemple d'un immeuble à Dakar ou d'un village où il y a 100 personnes qui veulent se connecter à Internet au débit, si vous calculez l'investissement initial de 150 000 francs CFA, ça veut dire que chacun va donner à peu près 1500 CFA pour avoir connexion illimitée au débit. Ça veut dire que dans un immeuble, une seule antenne va suffire. Dans un village, une seule antenne va suffire pour 100 personnes. Donc c'est le moyen le plus rapide de démocratie. Starlink, Monsieur Gueye, Starlink présente des avantages. On va donner la parole à Sidi Aïdara, expert en cybersécurité et président du Cercle africain de cybersécurité. Monsieur Aïdara, oui, Starlink présente des opportunités, mais est-ce que l'arrivée de ce géant de l'Internet, est-ce que cette arrivée donc représente une opportunité ou simplement une menace pour les opérateurs télécoms nationaux? On a entendu le cri du cœur des travailleurs, du syndicat des travailleurs de la Sonatel. Comment vous jugez un peu l'arrivée de Starlink? Bon, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Donc voilà, de donner mon avis en fait sur votre antenne. Tout ce que je pourrais dire, c'est que l'arrivée de Starlink au Sénégal est une évolution importante dans le paysage numérique. Ça, c'est indéniable. Maintenant, pour les usagers aussi, cela peut être une très bonne nouvelle, notamment pour les zones rurales enclavées, où l'accès souvent à Internet reste difficile. Donc voilà, ça permet donc de régler donc, une partie de cela. Maintenant, il faut regarder les enjeux avec les sociétés. Donc voilà, nous avons des opérateurs nationaux solides comme Orange, IAS, Expresso et autres, qui ont investi depuis des années dans les infrastructures. Donc l'arrivée d'un nouvel acteur peut bousculer cet équilibre et il est important que cela se fasse dans un cadre régulé et équitable. Je dis régulé et équitable. Donc voilà. Mais en tant qu'acteur de la cybersécurité et président du Cercle africain de cybersécurité, bon, je dirais que la question essentielle n'est pas seulement l'accès à Internet. Donc voilà, moi j'essaie d'aller au-delà. Et voilà, mais il faut penser donc sécurité, souveraineté des données. Mais aller au-delà en termes clairs, ça veut dire quoi? Voilà, en fait, les gens, en fait, c'est pas l'aspect connectivité qui est plus important. C'est-à-dire, là, c'est des données des citoyens, d'accord? Et est-ce qu'on sait qui gère ces données, où passent ces données, sous quelles juridictions, quels mécanismes de contrôle et de protection sont mis en place? Maintenant, ce sont des questions légitimes, stratégiques pour tous les États aujourd'hui, et plus particulièrement le Sénégal, où nos infrastructures et plateformes critiques subissent une série de cyberattaques. Voilà, je ne dis pas, c'est pas l'objet donc voilà de mon intervention, mais juste pour faire comprendre que ces aspects, ces questions, c'est des questions donc voilà à prendre en compte. Oui, parce qu'on a entendu les travailleurs, de la Sonatel sonner l'alerte par rapport au manque entre guillemets de transparence qui entoure l'arrivée de Starlink.
Bon, manque de transparence, ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, les revendications, moi, je trouve les revendications légitimes. Hein? Donc voilà, c'est normalement. Voilà, vous trouvez donc des opérateurs qui ont investi donc voilà de l'argent, donc qui ont fait des investissements en termes de matériel et autres et de ressources humaines. Et un bon jour, il y a un autre opérateur qui vient, donc voilà, qui permet donc de donner l'accès donc au débit. C'est normal que aussi c'est des clients, c'est normal. Ce qui va laisser place à la concurrence naturellement. Bah, mais c'est normal, la concurrence donc est normale, et puis voilà, ça va essayer aussi, ça fait en sorte aussi que ces opérateurs puissent revoir donc le copie, essayer de proposer en fait voilà, des solutions intéressantes pour les usagers aussi. Maintenant, donc pour résumer, Starlink c'est une opportunité réelle hein, pour améliorer la connectivité, mais c'est une opportunité qui doit s'accompagner d'exigences fortes en matière de régulation. Et ça interpelle les parlementaires, donc voilà cette question. La cybersécurité aussi, la protection des données, donc voilà, qui sont vraiment importantes. La connectivité est devenue une infrastructure stratégique et elle doit être pensée comme telle. D'accord. Voilà. Je reviens à vous. L'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement d'être connecté, mais d'être connecté de manière sécurisée, souveraine et durable. Effectivement. Voilà. C'est une vision que nous portons, voilà, une cercle africaine de cybersécurité. Merci Aïdara. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Aïdara. Alors, Monsieur Gueye, Ndiaga Gueye, quel défi réglementaire ou même juridique Starlink devra relever pour opérer durablement au Sénégal? Il n'y a pas de défi réglementaire ou légal. Starlink va se conformer au Code des communications électroniques et à la loi sur la protection des données, comme tous les fournisseurs d'accès Internet. Tous ceux qui sont présents ont créé des charges et ont accepté de se conformer aux dispositions légales et réglementaires du Sénégal. Et je pense fermement que Starlink s'est conformé à toutes les dispositions légales et réglementaires, sinon les autorités ne les auraient jamais donné l'autorisation d'exercer au Sénégal. Donc je pense qu'on ajoute des spectres qui ne sont pas documentés, on n'amène pas des données probantes pour vraiment soutenir ces assertions. La réalité, elle est là. Sur la question des données, depuis que l'Internet est arrivé au Sénégal en 1996, on n'a jamais eu un contrôle de nos données. Et Starlink ne va rien changer sur cette situation. Ça, c'est un combat perdu d'avance. On n'a jamais eu un contrôle sur nos données. Ce qu'il faut voir plutôt, c'est les opportunités économiques, les impacts sociaux que Starlink va amener au Sénégal. Vous vous imaginez que des utilisateurs, des consommateurs mutualisent leurs efforts et ils peuvent avoir connexion Internet illimitée à 300 francs CFA par mois avec 100 utilisateurs ou 150 CFA. Mais c'est énorme comme avantage. Aujourd'hui, tous les hôpitaux ont des problèmes. Les médecins se plaignent tout le temps d'avoir des problèmes de connexion. Le problème est résolu. La télémédecine va devenir une réalité au Sénégal. D'accord. Mais aujourd'hui, Monsieur Gueye, c'est un aspect à tenir en compte. Nous sommes en Afrique de l'Ouest où parfois les conditions climatiques, géographiques doivent être prises en compte. Est-ce que ces conditions climatiques, géographiques ne peuvent pas être des limites pour Starlink? C'est tout à fait le contraire. Regardons la situation actuellement. Nous sommes connectés au monde par des câbles souterrains. Dès qu'il y a des dommages sur ces câbles souterrains, je ne dis même pas le Sénégal, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui reste sans connexion Internet. Rappelez-vous, en 2024 ou 2025, les câbles sous-marins qui étaient endommagés. Donc, l'arrivée de Starlink va rendre l'écosystème numérique du Sénégal beaucoup plus résilient. Ça veut dire tout simplement beaucoup plus capable de faire face au choc de connectivité quand il y a des câbles qui sont endommagés en haute mer. Donc pour vous, l'Internet par satellite présente beaucoup plus d'avantages par rapport aux infrastructures terrestres? Non, je n'ai pas dit. Ça va rendre beaucoup plus résilient la connectivité Internet au Sénégal. On ne dépend plus des câbles sous-marins. Maintenant, on a les câbles sous-marins d'un côté et de l'autre, nous avons la connexion satellitaire. Ça veut dire qu'on a deux options maintenant. Donc, on n'est plus obligé, quand il y a des demandes sur des câbles souterrains, de rester des jours sans connexion. Tout un pays qui s'arrête à cause d'un câble qui est endommagé. Mais les avantages de Starlink sont énormes. C'est à nous de capitaliser les opportunités que nous offre Starlink. D'accord. Alors, Sidi Aïdara, aujourd'hui, quel rôle l'État sénégalais doit jouer pour encadrer ou même, si vous voulez, maximiser les bénéfices de cette technologie?
Bon, je l'ai dit tantôt, hein, donc voilà, la régulation, elle est importante. Donc voilà, j'entends Monsieur Gage, donc voilà, parler donc de combats perdus d'avance concernant les données personnelles, la protection des données personnelles. Moi, je dis non, c'est pas un combat qui est perdu d'avance, parce que les parlementaires peuvent légiférer sur des lois contraignantes obligeant les opérateurs ou bien les organisations qui détiennent des données des usagers. Donc voilà, à ce que ces organisations puissent sécuriser, mettre en place de la sécurité. Et voilà, donc pour vous tout simplement, pour résumer, l'arrivée de Starlink pour transformer l'écosystème numérique et l'écosystème même digital au Sénégal, mais il faudra tout simplement mettre des garde-fous. Exactement, c'est ça. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci Sidi Aïdara, expert en cybersécurité, président du Cercle africain de cybersécurité. Ndiaga Gueye également, merci. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. Vous allez poursuivre le débat. Ndiaga Gueye, président de l'Association sénégalaise des usagers des technologies de l'information et de la communication. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Amadi Ndiaye, digital Fatkine Diop, production Abdou Cham, réalisation Anna Rocha, Fama Dion et la Djindjogoudienne. Fama, justement, sera là à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programmes sur la radio de toute l'actualité.